Les collabos, profitez-en bien, ça durera moins longtemps que les impôts. T'as qu'à croire, Grégoire. Grégoire. Ce soir, je reçois, vous le savez tous, bien entendu, Jean-Marie Le Pen, puisque je l'avais annoncé. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors on va avoir 1h30 pour... Des labyrinthes de nos sentiments. Voilà. Oh, c'est joliment dit, elle est précieuse. Et avant, je voudrais donc apporter une précision. Vous savez que le nouveau système, la nouvelle démocratie, pense que la démocratie est respectée quand le temps de parole est respecté. Donc, il faut donner la parole à tout le monde dans le même temps. Alors, il semblerait que ça soit applicable aussi à notre modeste personne, ou à ma modeste personne, à ma modeste émission. Alors par conséquent, oui, j'ai appris ça. Alors ce matin, donc, j'ai envoyé comme je reçois aujourd'hui le président du Front National, j'ai donc envoyé une lettre au président du RPR ce matin, j'ai envoyé une lettre au président du Parti Socialiste, et j'ai envoyé une lettre au Premier ministre pour leur dire que je serais content de les recevoir dans mon émission. Oui, mais pensez-vous que le président du CSA a demandé à Radio Shalom de m'inviter ou aux différentes radios arabes, anarchistes, homosexuels ou trotskistes ou d'autres. C'est un peu les plus honnêtes, tout ça. Non, mais d'accord, mais justement, c'est qu'ils ont plusieurs émetteurs différents, spécifiques. N'appartenant pas à ces radios que vous venez d'évoquer, je ne sais pas quelle correspondance elles ont reçue, mais je sais que moi, on m'a mis dans ma case. Vous pouvez dire quand Radio Shalom invitera Jean-Marie Le Pen ou Radio Maghreb, oui, mais à ce moment-là, j'inviterai quelqu'un d'autre. Oh non, mais moi, je joue le jeu de la déméocratie. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, que je suis un démocrate. Oh, remarquez, je pense que ça serait assez amusant. Le duo de Beckett-Séguin, ça peut être drôle. Ça peut être intéressant, je sais pas pour qui. Et M. Hollande, M. Jospin sont invités. Voilà. Mais si je n'ai pas de réponse, je ne peux pas aller les chercher de force. Bien sûr. Ça, c'est bien clair. Quant à monsieur, je ne l'ai pas invité, car pour moi, les communistes en France ne font pas partie du débat politique. Les communistes sont des dinosaures qui représentent, sur les complices objectifs du plus grand crime qui a été commis contre l'humanité. Dinosaures sanglants. Des dinosaures sanglants. Et par conséquent, mon honneur, qui s'appelle fidélité d'ailleurs, m'interdit catégoriquement de recevoir un communiste à ce micro, sinon pour faire repentance. Et donc je n'invite pas monsieur. Une petite remarque, parce que monsieur a cru s'exonérer, et avec lui exonérer le Parti communiste de toute responsabilité, en disant qu'il avait désavoué Joseph Dougatchvili Staline. Mais je voudrais faire remarquer que les crimes communistes ont commencé bien avant Staline, d'abord avec Lénine, avec Trotsky et beaucoup d'autres. On ne va pas parler de Dzerzhinsky et de gens comme ça, mais a aussi impliqué aussi bien Brejnev que Khrouchtchev. Le goulag a continué sous Malenkov, j'en passe, c'est probablement des pires. Et l'avion de la Korean Airlines a été abattu du temps de monsieur Gorbatchev. Et parfaitement. Par conséquent, tout le monde est dans le même sac. Bon, il y avait peut-être un petit peu moins de terrorisme sous Gorbatchev, mais tout de même, tout le régime communiste, et puis il ne s'est pas borné à Staline, le communisme. Il a compris les pays de l'Est. Il n'y a pas eu que l'Union soviétique. Il y a eu la Chine communiste, il y a eu le Vietnam communiste, il y a eu l'abominable Cambodge, etc., etc. Il y a encore Cuba, la Corée du Nord. Cuba, et puis bref, la Corée du Nord. Ce sont et tout le monde boit les paroles du nain Jardin. Comme la mode est à la repentance, il suffit que quelqu'un se couche, et alors on ne le reconnaît pas d'ailleurs parmi tous les autres, n'est-ce pas? Il suffit que quelqu'un se couche pour qu'immédiatement on le prend pour un évêque. Et alors c'est à croire que le seul crime qu'on puisse reprocher à Le Pen, c'est de ne pas se coucher. Et c'est de ça en fait. Car on va proposer, couchez-vous, tout ira bien, vous aurez le tapis rouge. Bien, désolé, mais moi je ne suis pas un être rampant, et j'essaye de marcher sur mes deux pauvres pattes. Pattes arrière, on a été mis sur pattes arrière. J'ajoute que, bien entendu, j'attends les réponses de M. Séguin, Hollande et Jospin pour leur dire quand mon émission leur sera ouverte. Alléluia. Voilà. Donc ils auront un droit de réponse en quelque sorte. Vous serez contente, Victoria, de poser des questions. C'est bien. Je vous préparerai une série, là.
On sourit, mais enfin on a un peu de peine au cœur parce qu'on a perdu un ami. Oui, c'est vrai. Philippe Edoui, qui était un de vos fidèles amis. Un garçon de très très grande qualité. Je peux dire un peu un de ces martyrs de la persécution de la droite nationale, parce que il avait occupé des fonctions très importantes, il avait été rédacteur en chef d'Elle, etc. Donc une carrière qui aurait pu être sublime sur le plan professionnel, mais pour avoir été en Algérie, pour avoir écrit probablement le plus beau livre sur la guerre d'Algérie, le lieutenant des Taglaïtes, oui, et pour avoir surtout animé un mouvement auquel le Front National doit beaucoup, même si Philippe, écœuré par l'asthénie du monde de la droite nationale, avait jeté le manche, peut-être après la cognée. C'est toute l'initiative d'abord de l'Esprit public, et puis surtout d'Item, où il avait voulu donner la parole sur une série thématique, n'est-ce pas, des grands thèmes de la droite, l'ordre, la liberté, l'autorité, etc. Et il avait réuni là des hommes très différents, dans des collaborations, mais qui ont donné en quelque sorte à l'initiative que j'allais prendre ou que j'avais. C'était contemporain. Exactement. C'était contemporain, mais Philippe, qui n'était pas un homme politique, qui était un intellectuel et un patriote, n'a peut-être pas eu la patience d'attendre que le grain qu'il avait semé ait commencé de germer. Mais en dehors de ça, c'était un personnage un peu voltairien. Puis il avait ce côté espèce d'ironie perpétuelle. On ne savait pas d'ailleurs si c'était un sourire ironique ou un sourire de complicité tendre. Ça cachait une grande tendresse, et j'ai eu la chance de l'avoir au bout du fil. Je vais lui rendre visite, et malheureusement, le jour où j'ai voulu y aller, il dormait, car il avait une maladie très très douloureuse. Et tout à l'heure, sa femme m'a dit, il vous doit peut-être les trois dernières minutes de joie qu'il a eu quand vous l'avez eu au bout du fil. Il était souriant, il s'est endormi avec le sourire aux lèvres. Il avait réussi à parler un petit peu avec vous. J'ai vraiment de la peine. On avait passé la soirée avec lui au mariage de Marine, et il était, moi je l'avais pas vu depuis plusieurs années, je l'avais trouvé magnifique. Nous perdons, et la France perd, sans le savoir, bien sûr, un de ses fils. Oui. Un grand bonhomme qui avait donné à Minute d'ailleurs un style très particulier. Ouais. Il avait fondé une équipe où il y avait de grandes plumes. Il y avait Jean-Pierre Cohen, il y avait François Broche, il y avait Jean Mabir, il y avait comment s'appelait-il aussi ce garçon qui était si délicieux dont j'ai oublié le nom. Non, ça me reviendra. Et il avait une équipe qui était superbe avec beaucoup de grands talents. Oui. Voilà, eh bien, on lui dédie en quelque sorte cette émission. Où les hussards n'étaient pas encore totalement ramollis ou fatigués. Ils ont disparu depuis. Ah ben sous les ors et les médailles, les décorations. Vous savez, maintenant, quand j'ai vu la dernière rafle de la Légion d'honneur, vous avez vu qu'on a donné la Légion d'honneur quand même à Sheila. C'est charmant. Il y a eu même ce geste admirable de Clavel. Oui. J'ai trouvé ça réconfortant, et je le range dans les hirondelles de mon printemps. Dans les hirondelles de mon printemps, je range cette réaction de cet écrivain qui rappelle aux distributeurs de Légion d'honneur que c'est une décoration qui a été créée pour récompenser les actes de courage et de sacrifice pour la patrie. Et la deuxième, c'est la victoire de la petite française d'origine roumaine, et son visage ému au moment où elle fait monter le drapeau tricolore au sommet du championnat du monde, et l'émotion qu'elle provoque. Et puis la troisième, c'est notre magnifique, superbe, adorable Isabella, la chanteuse qui ouvre tous les meetings du Front National, et j'espère beaucoup d'entre vous qui nous écoutez viendront voir au grand meeting de clôture de la campagne électorale au Palais des Sports, porte de Versailles, le jeudi 12 mars,
à 20h30, mais ouverture des portes à 19h30 pour les gens qui veulent être absolument sûrs d'avoir une place assise. Et vous y verrez Jean-Marie Le Pen, mais vous le connaissez depuis longtemps, il n'est pas nouveau, mais en revanche, vous verrez un grand talent, c'est la belle Isabella, qui, je crois, vous transportera de plaisir. Si je puis me permettre, vous chantez très bien, Jean-Marie Le Pen, vous avez la réputation d'être un bon chanteur, vous avez, je crois, au moins 2000 textes de chansons dans la tête, d'après vos amis, des morceaux, ceux qui vous ont entendu parfois pendant des voyages entiers. Mais vous êtes moins jolie qu'Isabella. Ah oui, c'est sûr. Ça, je suis désolé de faire cette révélation. Mais mes atouts sont d'une autre nature maintenant. Bien, alors je signale que les questions arrivent déjà. Il y a certainement embouteillage au téléphone, et vous avez la ressource, vous le savez, d'utiliser le 3615 Libre Journal pour poser vos questions. Vous tapez 3615 Libre Journal pour 2 francs pour la minute. Vous pouvez poser vos questions, connaître la liste des invités. Ne pas confondre avec Vrai Journal de Monsieur Carl Zéro, à qui j'ai refusé de répondre. Ce qui a provoqué au Crillon, où je donnais une conférence de presse, la sortie comme un vol de gerfaux déplumés, d'ailleurs, d'un certain nombre de journalistes qui ont pour mission, paraît-il, de rendre compte de ce que dit le Front National à leurs lecteurs. Mais ça, la solidarité avec Carl Zéro a été plus forte que tout. On en parlera de cet événement, enfin de cet événement. Cet événement je crois il est important d'en parler parce que ça indique une montée dans la tyrannie et dans la suffisance d'ailleurs qu'il faut décrire à nos auditeurs. Je crois. On y reviendra, Jean-Marie Le Pen, parce que j'aurais une question à vous poser précise sur cet aspect de l'actualité. D'abord, ce que je vais vous demander, c'est comment allez-vous ? Je me porte bien. Vous connaissez la fameuse réplique. D'ailleurs, elle devient traditionnelle ici. Mais écoutez, je cours, je vais, je viens, et j'apporte la démonstration qu'à l'âge de la retraite, déjà loin de l'après-retraite, eh bien, plus on se donne, plus on travaille, et mieux on se porte. Oui. Et Monsieur Léotard a fait remarquer d'ailleurs qu'il était plus jeune que vous. Il l'a fait remarquer à plusieurs reprises, mais j'ai trouvé que vous lui avez apporté une réponse qui me paraissait... Oui, je crois que je lui ai dit qu'on avait que l'âge de ses artères et que les siennes me paraissaient plutôt en plus mauvais état que les miennes. Il est peut-être un peu pourri de l'intérieur. Autrement dit, quand on crache en l'air, ça vous retombe sur le nez. Un auditeur nous dit, mais Léotard a entraîné Jean-Marie Le Pen dans un débat de concierge. Oui, j'espère que les Français attendent. Enfin, je pense que les Français attendaient un autre discours. C'est bien dommage de ne pas pouvoir parler quand même. En principe, il y avait là 2 journalistes qui étaient chargés d'arbitrer le débat. Bon, tout le monde a pu constater que j'ai laissé M. Léotard parler puisqu'il parlait le premier, et que à peine ai-je commencé à parler après lui qu'il m'a immédiatement interrompu. Bon, je ne parle même pas des interruptions du débat, mais à la fin, nous avions droit tous les deux à 1 minute ou 2 de conclusion. Il a exposé sa conclusion tandis que je gardais le silence, que je respectais la règle, et à peine ai-je commencé ma conclusion à moi qu'il n'a pas cessé de la perturber en parlant et en me coupant la parole. Alors, ce sont des procédés d'une déloyauté, mais je comprends très bien que M. Léotard ne tenait pas à ce que je puisse parler plus que je ne l'ai fait. Il ne tenait pas à ce que je dise que, pour moi, il est le personnage typique de la mafia du sud de la France, qu'il a des casseroles dont le bruit tintinabulant devrait empêcher qu'on entende le vide de son discours, et je pense que le suffrage universel va lui délivrer son brevet de pré-retraite et qu'il débarrasse le plancher, ce déserteur du Liban, ce docteur dont nous parlerons peut-être en d'autres temps. Je l'appelle maintenant le docteur Léotard, car j'ai appris qu'il était docteur. Alors, il joue au docteur, en tout cas. Enfin,
il joue au docteur. Vous savez où ça a amené son ami Patrick Font. Voilà. Car je ne doute pas que M. Lyotard soit sinon un inspirateur, au moins un lecteur assidu de Charlie Hebdo. C'est d'ailleurs là-dedans qu'il doit trouver l'essentiel de son discours, tant au moins qu'il ne parle pas avec la bouche pincée, n'est-ce pas, comme l'on doit le faire quand on exprime avec la langue de bois la pensée du politiquement correct. J'ai l'impression que vous l'aimez pas beaucoup pour ne rien. Oh, écoutez, j'ai un grand mépris pour lui. J'ai un grand mépris parce que c'est un faux bonhomme. C'est ce qu'on appelait autrefois dans nos collèges un faux cul. D'ailleurs, il a joué de tout. Il a été à la fois moine, puis ensuite il est passé au PSU. Il n'a pas été moine soldat en tout cas. Non, le moins qu'on puisse dire, oui, non, pas moine soldat. Il a été un des ministres de démantèlement de la défense nationale et de l'armée. Il a été un ministre de la culture tellement transparent que tout le monde a cru que c'était Lang qui continuait à être ministre de la culture, même avec l'appoint de monsieur le vicomte de Villiers, qui était son coadjuteur, en quelque sorte, à l'époque où la culture lui fut confiée. Et puis remarquez, après il y a eu Douste Blazy, donc on peut dire que le poste est en quelque sorte réservé à des lames. Absolument, oui. Et puis c'est aussi l'homme des colonnes de Buren. Oui, mais il retourne, bon, enfin, n'en parlons plus. Voilà. C'est important en PACA parce que il vise, avec l'appui des socialistes et des communistes, qu'il n'a cessé de ménager et à qui il distribue les fleurs chaque fois qu'il le peut. Alors, ça intéresse la PACA, mais ça n'intéresse pas la France. Alors, la PACA, on va en parler un petit peu après. Si vous voulez, d'abord, je voudrais avoir votre regard, votre opinion sur l'aspect général des élections, une espèce de vue cavalière du pays dans cette période préélectorale, paraît-il en tout cas. Écoutez, on pourrait être inquiet du fait que le pays semble assez asthénique. C'est-à-dire à se désintéresser de cette campagne électorale. Et pourtant, il aurait le plus grand tort de le faire. Parce que s'il est vrai qu'il s'agit de deux scrutins locaux, l'un départemental, ce sont les conseillers généraux, l'autre régional, il n'en reste pas moins que ces deux scrutins, 9 mois après l'arrivée au pouvoir des socialistes, le retour inopiné et inattendu, au moins par Jacques Chirac, qui a dissous l'Assemblée nationale de façon inconsidérée. Et les Français auraient leur mot à dire pour juger que, dans le fond, rien ne va mieux. Sauf dans les statistiques bidons qui arrivent à profusion dans les 3 semaines qui précèdent les élections. Mais selon un scénario qui est toujours le même. Tendez vos rouges tabliers, il pleut des subventions venant de partout. M. Strauss-Kahn a déclaré hier que jamais alors il n'a pas dit les clignotants sont au vert, il a dit jamais les signes de reprise n'ont été aussi abondants depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est-à-dire, donc ça veut dire depuis 68. Oui, tout va très bien. Il y a une chanson là-dessus. Tout va très bien, madame la marquise. Alors, tout va très bien. Les électeurs peuvent rester chez eux. Leur conseil, d'ailleurs, les gens de l'établissement, parce que chacun sait, ou ne sait pas d'ailleurs, mais je le lui dis, et contrairement à ce qu'on affirme, c'est quand il y a beaucoup d'abstention que nous avons le plus de mal à faire nos voix. Parce que dans le moment où il y a beaucoup d'abstention, ne vont voter que les affidés des partis politiques, la clientèle au sens romain du terme, celle qui ne peut pas ne pas y aller, c'est-à-dire les permanents syndicaux, les personnels des municipalités, qu'elles soient de gauche ou de droite, tous ceux qui ont obtenu des faveurs diverses ou qui en attendent, des HLM ou des choses comme ça, alors que les gens du Front National n'ont que leur idéal et quelquefois leur colère ou leur fureur pour les motiver d'aller voter. Or, je voudrais bien dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont voter dans une élection en France. Parce que
après que nous aurons franchi la porte de l'euro et que nous serons sortis de la nation française pour entrer dans le magma euro-mondialiste, eh bien, les élections ne seront plus que des leurres, que des, en quelque sorte, des apparences. Des élections virtuelles. Absolument. Des consultations virtuelles. Des gestes virtuels qui seront des sondages en vraie grandeur, mais ils n'auront plus d'influence sur le destin des Français. Mais alors, vous avez commencé en disant le peuple français semble asthénique. Ça laisse supposer que c'est pas une opinion que vous partagez, vous n'avez pas l'impression que c'est asthénique. Non, parce que les gens qui sont sur le terrain, la police a mis 20 minutes à venir et le préfet n'avait pris aucune disposition pour préserver les libertés de nos amis, qui sont des Français à part entière, des contribuables souvent à plus qu'à part entière, mais des citoyens à demi-part. Oui, on peut imaginer, d'ailleurs c'est tout à fait évident, que ce qu'attendent les préfets qui ne prennent pas de disposition, c'est que les gens qui participent à ces meetings s'affolent, se défendent eux-mêmes et si possible qu'un drame en advienne. Ben oui, généralement il y en a toujours un pendant la campagne électorale qui permet d'accuser le Front National. Vous savez qu'on a essayé en ressuscitant au procès l'affaire de Mantes-la-Jolie qui date des dernières législatives. Ces affaires-là, ça marche tout le temps. Ça marche pendant l'affaire elle-même, ça marche ensuite pendant l'instruction, puis ensuite on remet ça dans la presse pour le jugement de procès de première instance, puis ensuite ça revient en appel et ça permet de multiplier l'image, alors que je tiens bien à dire à tous les gens qui m'écoutent que je n'ai commis sur Madame Peulvast aucune agression que ce soit, que c'est elle qui m'a accroché par ma manche et que si il y a eu un échange, il n'a été que verbal, il est vrai, puissant et inspiré, tel Stentor, quand j'ai crié à cette personne qui, dans l'embuscade où on me faisait tomber, avait l'audace de porter une écharpe tricolore, donc elle se considérait comme responsable, que nous en avions marre d'être agressés, attaqués, insultés, marre de voir nos libertés et nos droits violés, et que ceci a servi au gouvernement à tendre une autre embuscade, alors là, judiciaire, avec un réquisitoire absolument délirant, et transformant l'agressé en agresseur, et demandant non seulement 3 mois de prison, avec peut-être le sursis, a dit Monsieur Dumaret, éventuellement, mais surtout 2 ans d'inéligibilité. C'est important que Le Pen, qui n'a eu que 4,5 millions de voix aux dernières élections, ne puisse pas se présenter aux élections européennes, alors qu'il est député européen, qu'il ne puisse pas se présenter à une éventuelle élection législative, et qui sait surtout pas à une élection présidentielle. Alors, ces procédés-là sont des procédés fascistes, au sens où l'entendent les gens qui nous accusent de l'être. Voilà. Ce sont des procédés totalitaires, ce sont les procédés de Ceausescu, et les Français doivent savoir que malgré les dénégations de Madame Guigou et ses projets de séparation du parquet et de la garde des Sceaux, c'est-à-dire du ministère de la Justice, qu'elle a donné officiellement à ces parquets l'ordre de poursuivre le Front National chaque fois que c'est possible, que ce soit contraventionnellement, délictuellement ou criminellement, et quand il n'y a pas de problème, eh bien il suffit de l'inventer. D'ailleurs maintenant, il suffit qu'un juge, qu'un procureur de la République vous cite directement.
ou qu'un juge vous mette en examen pour qu'immédiatement vous soyez réputé coupable et taillable, corvéable, à merci, pendable. Mais la semaine prochaine, je suis convoqué chez le juge d'instruction. J'ai été convoqué au commissariat. On m'a remis une convocation. Quand j'ai demandé pour quel motif, on m'a dit vous la prendrez par le juge. Donc je ne sais pas pourquoi le juge m'appelle. Et si jamais, mon cher Beketch, vous n'y obéissiez pas, eh bien, vous seriez amené avec les menottes et sous les yeux de la caméra de M. Darmon d'Antenne 2, n'est-ce pas, qui dirait encore un ami du Front National qui tombe sous le coup de la justice. Comme vous ne l'avez sans doute pas oublié, enfin, en dépit de vos nombreuses occupations, ça m'est déjà arrivé, et j'ai été emmené avec les menottes, et j'ai subi quelque chose ahurissante, la fouille à corps qui n'a jamais été infligée à aucun journaliste dans ce pays. Dans ce pays. Non, là, je parle de leur pays à eux. Ce sont les méthodes de Ceausescu. C'est les méthodes de Ceausescu. C'est les méthodes. D'ailleurs, je dis dans mes discours, ce qui apparaît quelquefois comme un peu fort à certains de mes auditeurs, mais que nous sommes en train de glisser vers un pays soviétique. La France subit une évolution soviétoïde sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Pour revenir alors à des considérations électorales plus immédiates, quelles sont les régions dans lesquelles vous attendez des scores remarquables, les régions dans lesquelles vous ne seriez pas surpris? En fait, quelles sont les régions phares et les régions lanternes rouges pour le Front National? Le Front National, qui n'a pas la radio, la télévision et la presse, sauf, il faut le dire, un petit peu dans cette période de 3 semaines qui précède les élections, mais le reste du temps, non. Il faut que les auditeurs sachent que, officiellement, le Front National a eu, l'an dernier, en 97, 1% des émissions politiques, à la radio et à la télévision. 1%, alors que ses concurrents en avaient donc 99. Et ceci bien que nous représentions 15% des électeurs. Donc, nous n'avons pas ces moyens-là. Nous avons des moyens, des meetings, réunir 1000 personnes dans une grande ville, ou 1500, ou 3000, ou 15 000, comme à Versailles. Mais c'est tout à fait exceptionnel, et quand nous le faisons, nous sommes attaqués. Et à ce moment-là, la télévision, les spectateurs s'en rendent bien compte, donne plus de place à la contre-manifestation de gauche qu'à notre manifestation, et surtout à ce que nous avons à dire, d'autant que ce que nous avons à dire, nous n'exerçons pas notre choix. Ce sont les journalistes qui déclarent que telle phrase est celle qu'ils souhaitent reproduire, ou même ils coupent la phrase, ou bien même ils ne passent aucune phrase et commentent. C'est exactement, je faisais remarquer à quelqu'un l'autre jour l'histoire, mais les gens ne se rendent pas bien compte de ça, l'histoire de Mantes-la-Jolie. Je ne veux pas y revenir éternellement, mais ces incidents, enfin, ce passage dans la ville a duré 1 heure. Bon, il est résumé en moins de 2 minutes à la télévision, Antenne 2 en l'occurrence, puis les autres, TF1 20, et ces 2 minutes comportent une sélection de gestes, d'épisodes plus ou moins violents, dans lesquels, bien sûr, M. Le Pen est mis en scène. Et quand il n'est pas assez bien mis en scène, eh bien, on coupe les rushs, n'est-ce pas, c'est-à-dire comment dit-on, la pellicule, n'est-ce pas, pour que la présentation qui est faite de cette sélection lui soit négative. Et quand ça n'est pas encore assez évident, eh bien le commentaire vient souligner. Et quand le commentateur n'est pas, lui non plus, suffisamment crédible, le sous-préfet vient dire, il l'a jeté à terre, il lui a déchiré ses vêtements. Je le poursuis bien sûr en diffamation. Mais nous sommes dans un pays qui se prétend un pays de droit et qui se prétend une république et une démocratie. Mais c'est incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, je trouve, c'est que vous parliez d'asthénie, mais c'est l'apathie totale de nos concitoyens en face de cette situation, alors, voilà, à l'exception alors je vous disais tout à l'heure, parce qu'il faut terminer, parce que je voudrais répondre à votre question. Le Front National a fait un très gros effort sur le plan des documents de campagne.
les petits livres, le journal, les tracts, les professions de foi, etc. On a fait un très gros effort, et on a fait un très gros effort pour aller au plus près de tous les citoyens, y compris dans le haut pays, par exemple, du Var, des Alpes-Maritimes, ou des Bouches-du-Rhône, pour aller dans les départements alpins, pour aller dans les départements ruraux, en Normandie, en Bretagne, en Pays de Loire, etc., en Gironde, enfin, partout. Nous avons fait un effort en direction des Français. Par conséquent, je pense que tous ont été touchés. Tous ont vu ce que nous avions à dire, ont lu. Je sais bien que les gens lisent de moins en moins, mais s'ils portent une quelconque attention à leur avenir, j'espère qu'ils auront essayé de lire, en tout cas. Et je pense que ça devrait se retrouver. Et l'accueil, me dit-on, sur les marchés est bon. Les gens sont plus détendus qu'en d'autres circonstances, malgré la diabolisation, malgré la diffamation permanente du Front National. Eh bien, nos amis s'attendent tout de même à un bon résultat. Il faut que les Français aillent voter. Voilà, c'est la seule liberté qui leur reste. S'ils ne disent pas, au moins qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on a résolu les problèmes du chômage, de l'immigration, de l'insécurité, du fiscalisme, de l'illettrisme, qui ne sont pas d'accord avec la corruption politique dans laquelle baigne toute la classe politique française, il y a une manière de le dire, une manière qui est efficace, c'est de voter Front National. Même si, puisque n'importe comment, le Front National n'aura pas la majorité. Alors ceux qui craindraient que le Front National ait peut-être la poigne un peu trop ferme, ceux-là n'ont pas de souci à se faire, puisque les chances que nous avons d'avoir la majorité absolue devront être reportées encore pour un certain temps dans l'avenir, et je le crains après des événements gravissimes. On voit, cela dit, on voit ce qui est en train de se passer aux Indes, c'était totalement imprévisible il y a quelques années. Il y a encore 2 ou 3 ans, qui aurait pu imaginer que le Parti nationaliste indien allait arriver à la quasi-majorité absolue? Oui, mais cette réaction sera celle de tous les pays du monde, de tous les peuples du monde, quand ils vont s'apercevoir que ce qu'on est en train de leur préparer avec le mondialisme, c'est le chaos, l'anarchie et donc la tyrannie des groupuscules les plus puissants et des requins les plus féroces. La nation est la protection des peuples. Les nations sont les cadres protecteurs avec ce que j'appellerais leurs sous-cadres, les cités, les professions, les métiers, la famille. Tout cela va en quelque sorte constituer un ensemble cohérent. Hein, et protecteur. Alors on nous dit, mais non, vous avez une maison, mais écoutez, il faut non seulement ouvrir les portes et les fenêtres, voyons, il faut démonter les portes et les fenêtres, il faut supprimer le toit, et là vous allez vivre en pleine nature, avec les oiseaux, les feuilles, les passants, qu'ils soient de bonne ou mauvaise qualité, vous vous ferez des relations. N'est-ce pas? Vous verrez des immigrés kurdes qui arriveront, qui bavarderont avec vous, qui rompront le pain qui vous reste, et puis qui, la nuit, le soir, bavarderont avec vous dans votre lit, de ce qui se passe chez eux, de ce qui se passe chez vous. Et après ça, vous vous donnerez la main, et puis vous ferez une grande ronde autour de la terre, et on s'aimera, ça sera merveilleux. Eh bien, c'est le programme, aussi bien de la gauche que de la droite. Et quand le Front National dit, oh là là, les enfants, tout doucement, doucement, regardez l'histoire de nos peuples, regardez ce qu'on fait ne serait-ce qu'au XXe siècle, les Français, vos grands-pères et vos pères, ou vos arrière-grands-pères, pour vous défendre un territoire, pour vous garder un patrimoine. Beaucoup sont morts, beaucoup ont souffert, beaucoup ont lutté pour ça. Et tous ces gens-là, et ceux qui les ont précédés au 19e, au 18e, au 17e, au 16e siècle, tous ces gens-là étaient des crétins qui n'avaient rien compris à la marche du monde. Mais enfin,
Ce qui est tout à fait extravagant, c'est de voir les hommes politiques qui tiennent le discours que vous indiquez, c'est-à-dire le discours de l'anti-exclusion, de l'ouverture, de l'accueil, etc., qui en même temps continuent à célébrer imperturbablement le 8 mai, le 11 novembre, à nous dire que nos pères ont été des héros. Enfin, maintenant, on nous dit qu'ils étaient des salauds, mais en tout cas, on en parle. Ils auraient dû être encore plus dynamiques pour empêcher l'étranger d'entrer en France ou pour le faire sortir plus vite. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Alors, cher ami, pour ça, il eût fallu préparer la guerre contre Hitler, et pour ça, il n'aurait pas fallu que ce soit la gauche qui soit au pouvoir en 1936. Mais si nous nous engagions sur ce terrain-là, mon Dieu, nous n'aurions pas assez de toute la nuit. Et ce qui nous intéresse, ce qui est plus important encore qu'on ne doive pas oublier les leçons du passé, toutes les leçons du passé, pas seulement la même leçon répétée indéfiniment tous les jours et à toute heure. Non, tout le passé. Et bien, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui attend les Français demain? Alors, moi, je dis que, en l'absence de toute solution fondamentale sur les grands problèmes français, nous allons au désastre. Bien sûr, il faut pallier aux misères de plus en plus nombreuses et de plus en plus poignantes, mais ceci est totalement insuffisant, et je dirais même inutile pour la solution de ces problèmes. Ça ne pourrait être que une transition rapide, parce que les crédits ne seront pas indéfinis, et la caisse est en train de se vider. Il faudrait toucher aux vraies raisons du chômage, aux vraies raisons de l'insécurité, aux vraies raisons de l'immigration. Et si on ne fait pas cela, la France, je suis désolé de le dire, la France est en voie de perdition. Alors j'ai l'air d'être le rabat-joie, mais moi je crois, j'ai assez de considération pour mes concitoyens pour leur dire la vérité. Enfin, en tout cas, ma vérité. Et ils doivent bien reconnaître que depuis 30 ans que j'en dis un certain nombre, eh bien, malheureusement, quand elles étaient pessimistes, elles se sont trouvées vérifiées par la suite des événements. En PACA, comment se passent les choses pour vous? Bien, en PACA, alors, pour les Parisiens, il faut peut-être leur dire... Oui, la PACA, c'est un mot affreux qui décrit deux jolies provinces, qui sont d'ailleurs... accolées l'une à l'autre dans un déséquilibre assez évident. C'est la Provence, avec le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, et on peut même dire certains morceaux des départements alpins, et puis la Côte d'Azur, le comté de Nice, qui est même une entité assez différente, à la fois sur le plan même climatique, historique, culturel. Bon. Et moi je dis, d'ailleurs, ça m'a fait enrager l'autre jour, mes interlocuteurs autour d'une table ronde télévisée, j'ai dit, écoutez, le seul moyen qu'il y ait d'équilibrer cette région disproportionnée, c'est que Le Pen, élu de la Côte d'Azur, soit le président de la région. C'est parce que autrement le déséquilibre structurel sera aggravé par le fait que l'un des deux potentiels présidents sera encore un Provençal. J'adore la Provence, cela dit, mais c'est comme, vous connaissez, la hiérarchie sentimentale du Front National. Puisque je suis tête de liste dans les Alpes-Maritimes, il est bien naturel que je serai élu par des Azuréens. Il est normal que j'ai un petit morceau de mon cœur pour eux. Et ce serait le moyen d'équilibrer. C'est que le président de la région soit Jean-Marie Le Pen, qui est le seul capable de mettre en quelque sorte la Côte d'Azur à sa place dans la Provence Alpes-Côte d'Azur, parce qu'il y a aussi les deux petits départements alpins qui sont bien oubliés de la plupart de nos collègues. Alors, ça supposerait quel score votre accession à la présidence de la région? Écoutez, ça suppose deux événements. D'abord que nous arrivions en tête. Alors je rappelle que le groupe Front National est le groupe le plus important du Conseil. Nous sommes sortants, nous sommes le groupe le plus important. Mais nous avons affaire théoriquement à des alliances, RPR-UDF, et PSPC, Verts, etc., corrigées par des dissidences.
Il faut arriver en tête. Bon. Et si la démocratie était respectée, eh bien, si le Front National est en tête, le président de Le Pen serait en l'occurrence le candidat et le président de la région. Mais messieurs Vauzel et le docteur Léotard ont affirmé qu'ils ne toléreraient pas cela et qu'ils s'uniraient, c'est-à-dire RPR, UDF, communistes, socialistes, comme d'ailleurs ils l'ont souvent fait à l'initiative de M. Gaudin, pour faire battre le candidat du Front National. Mais dans ce cas-là, je leur laisserai la responsabilité d'avoir établi au bénéfice de l'un ou de l'autre, eh bien, le résultat de l'alliance infâme. Est-ce que ça suppose, comme on le dit dans la presse, on en parle beaucoup, est-ce que ça suppose des contreparties, les choix des présidents de région? Oh, écoutez, là-bas, c'est clair, hein. Monsieur Gaudin est un ancien conseiller municipal de la majorité de Monsieur Gaston Defferre. C'était un CNI, un indépendant, mais de ces indépendants, dont le nombre a d'ailleurs diminué de moitié à chaque élection. Parce que les électeurs n'appréciaient pas tellement de voir que, votant contre Gaston Defferre, leurs élus participaient à la majorité de Gaston Defferre. Le phénomène doit exister aussi pour la gauche, maintenant, qui faisait passer les budgets de M. Gaudin. Mais M. Gaudin Ce sont des alliances qui passent par d'autres considérations, pas forcément politiques. Oh, je pense que ça doit passer par la maçonnerie. Parce que je trouve que l'ardeur que met Gaudin à lutter contre le Front National est nouvelle, et c'est un peu à la manière de Polieux qu'il doit y avoir une idéologie nouvelle qui s'est emparé de lui, et il bataille désormais en toutes circonstances contre le Front National. Il faut barrer la route au Front National, et cette ardeur nouvelle ne peut venir, à mon avis, que d'une découverte nouvelle. Comme je n'ai pas appris qu'il avait adhéré à une autre religion, et que ça doit être une adhésion relativement secrète, ce que je regrette, car à l'instar du gouvernement de M. Blair, moi je demande que la secte la plus importante de France, et sans doute la plus dangereuse, le Grand Orient, fasse connaître les noms de ses dirigeants, de ses responsables, et de ceux qui se trouvent dans l'administration. Alors M. Gaudin, lui, à plusieurs reprises fait battre des candidats du Front National en faisant voter pour des communistes, pour M. Hermier, pour M. May, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des considérations personnelles qui jouent, comme ce pourrait être le cas pour M. Hermier. Il y a ce sont des considérations politiques. M. Gaudin a choisi son camp c'est l'alliance avec la gauche. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'on partage le gâteau aux socialo-communistes, le Conseil général, et puis, source d'ailleurs de magouilles extraordinaires qui ne sont pas arrivées encore à leur punition légitime, et puis la mairie à M. Gaudin, et le Conseil général, le Conseil régional, alors là peut-être avec l'incertitude du sport. Alors vous êtes sur Radio Courtoisie, vous entendez Jean-Marie Le Pen dans l'émission du Libre Journal de Serge Lebeketch. Jean-Marie Le Pen, on a lu beaucoup ces temps-ci, des articles, des réflexions, des méditations, des analyses, des synthèses sur le drame que vit le Front National, qui est cette guerre intestine épouvantable, les atrides. Alors justement, puisque tous les patrides. Alors j'aimerais bien poser la question à un des combattants de ce combat fratricide. C'est un gag. Alors c'est un gag. Fantasme. Dans le meilleur des cas, c'est un fantasme médiatique. Et dans un cas plus dangereux et que je crois plus exact, c'est une manœuvre tendant à introduire des germes de division
dans notre mouvement. Pendant des mois, cette division opposait Bruno Maigret à Bruno Gollnisch, là, ça s'appelait la guerre des Bruno, etc. Bon, alors qu'ils ont des responsabilités différentes l'un et l'autre, mais c'est vrai que ce sont des gens d'un âge à peu près égal, et qu'ils sont des personnalités, mais il en est d'autres, mais ce sont des personnalités fortes. Et puis maintenant, à partir du thème cher au docteur Léotard, c'est Le Pen vieillit, n'est-ce pas? Parce que chacun voit vieillir les autres, mais ne se voit pas vieillir soi-même. Et alors se pose le problème de sa succession, et alors Bruno Maigret, qui n'a pas le même point de vue que... Alors, tout ça est faux. Le point de vue exprimé par Bruno Maigret, par Jean-Marie Le Pen sur la tactique électorale et par Bruno Gollnisch et par Karl Lang et par Samuel Maréchal et par tous les autres, Wagner ou d'autres, c'est pas d'alliance illégitime, on peut dire, avec les partis de la bande des quatre que nous tenons pour impuissants et corrompus, dont les programmes sont pratiquement à l'opposé des nôtres, tant sur le plan de la politique internationale qu'européenne, que sur le plan social, économique, politique ou moral, mais possibilité dans une campagne électorale, lors d'élections, de faire jouer ce qu'on appelait autrefois la discipline nationale entre les candidats de droite et la discipline républicaine entre les candidats de gauche, et qui permettait de faire battre le plus grand nombre de socialistes et de communistes possible par la droite. Bon. Or, la gauche a réussi à hypnotiser la droite et à lui imposer de se trancher la gorge dans des élections en combattant sur les deux côtés, contre la gauche et contre le Front National. Je signale qu'il y a un dessin extraordinaire de Char dans Présent ce matin, où le PS, figuré par une maîtresse de pensionnat avec les verges à la main, menace deux petites pensionnaires de l'institution qui s'appellent UDF et RPR, en leur disant, si jamais vous vous retournez sur le Front National, et elle leur montre le fouet, c'est joli comme tout. Ah, c'est amusant comme tout. Mais ça va être dramatique. Et nos interlocuteurs et nos auditeurs doivent savoir que l'exclusive responsabilité de cette défaite annoncée de la droite à ces élections, c'est la position de l'UDF et du RPR, position réitérée, répétée par tous leurs leaders, y compris ceux qui sont les plus menacés. Il faut d'ailleurs, je crois, bien indiquer, parce que dans beaucoup d'émissions de cette radio, de Radio Courtoisie, on prêche pour l'union à droite ou l'union des droites, selon la terminologie qu'on voudra adopter. En l'occurrence, la question, cette fois-ci, si j'ai bien compris, ne se posera pas, puisque M. Balladur a bel et bien expliqué en fait que s'il devait devoir son élection à la présidence aux voix du Front National, il ne donnerait pas suite à son projet d'être président de région. Alors les électeurs doivent se poser la question, comment un homme de cette qualité peut-il exprimer un raisonnement aussi pervers que celui-là? Et il n'y a qu'une seule explication, c'est que les gens qui disent cela ne sont pas des gens libres. Ils sont obligés de se suicider. Cela mesure une donnée peu connue, peu apparente, c'est le véritable terrorisme intellectuel qui règne dans ce pays, notamment à l'égard du Front National, mais à l'égard de tous ceux qui pourraient de près ou de loin sembler lui accorder la reconnaissance d'être un parti comme les autres, un mouvement comme les autres. C'est ça. En l'occurrence, il faut quand même qu'il soit bien clair que, je le dis pour les auditeurs qui, après les élections, me feront le reproche probablement à moi, comme à d'autres d'ailleurs, d'avoir contribué à la défaite de la droite en refusant de considérer qu'ils sont plus proches de nous que la gauche. Je leur dis, regardez bien ce qui va se passer. Introduire des germes de division dans notre mouvement
pendant des mois, cette division opposait Bruno Maigret à Bruno Gollnisch, là, ça s'appelait la guerre des Bruno, etc. Bon, alors qu'ils ont des responsabilités différentes l'un et l'autre, mais c'est vrai que ce sont des gens d'un âge à peu près égal, et qu'ils sont des personnalités, mais il en est d'autres, mais ce sont des personnalités fortes. Et puis maintenant, à partir du thème cher au docteur Léotard, c'est Le Pen vieillit, n'est-ce pas? Parce que chacun voit vieillir les autres, mais ne se voit pas vieillir soi-même. Et alors se pose le problème de sa succession, et alors Bruno Maigret, qui n'a pas le même point de vue que... Alors, tout ça est faux. Le point de vue exprimé par Bruno Maigret, par Jean-Marie Le Pen sur la tactique électorale, et par Bruno Gollnisch, et par Karl Lang, et par Samuel Maréchal, et par tous les autres, Wagner ou d'autres, c'est pas d'alliance illégitime, on peut dire, avec les partis de la bande des quatre, que nous tenons pour impuissants et corrompus, dont les programmes sont pratiquement à l'opposé des nôtres, tant sur le plan de la politique internationale qu'européenne, que sur le plan social, économique, politique ou moral, mais possibilité dans une campagne électorale, lors d'élections, de faire jouer ce qu'on appelait autrefois la discipline nationale entre les candidats de droite et la discipline républicaine entre les candidats de gauche, et qui permettait de faire battre le plus grand nombre de socialistes et de communistes possible par la droite. Bon. Or, la gauche a réussi à hypnotiser la droite et à lui imposer de se trancher la gorge dans des élections en combattant sur les deux côtés, contre la gauche et contre le Front National. Je signale qu'il y a un dessin extraordinaire de Char dans Présent ce matin, où le PS, figuré par une maîtresse de pensionnat avec les verges à la main, menace deux petites pensionnaires de l'institution qui s'appellent UDF et RPR, en leur disant, si jamais vous vous retournez sur le Front National, et elle leur montre le fouet, c'est joli comme tout. Ah, c'est amusant comme tout. Mais ça va être dramatique. Et nos interlocuteurs et nos auditeurs doivent savoir que l'exclusive responsabilité de cette défaite annoncée de la droite à ces élections, c'est la position de l'UDF et du RPR, position réitérée, répétée par tous leurs leaders, y compris ceux qui sont les plus menacés. Il faut d'ailleurs, je crois, bien indiquer, parce que dans beaucoup d'émissions de cette radio, de Radio Courtoisie, on prêche pour l'union à droite ou l'union des droites, selon la terminologie qu'on voudra adopter. En l'occurrence, la question cette fois-ci, si j'ai bien compris, ne se posera pas, puisque M. Balladur a bel et bien expliqué en fait que s'il devait devoir son élection à la présidence aux voix du Front National, il ne donnerait pas suite à son projet d'être président de région. Alors les électeurs doivent se poser la question, comment un homme de cette qualité peut-il exprimer un raisonnement aussi pervers que celui-là? Il n'y a qu'une seule explication, c'est que les gens qui disent cela ne sont pas des gens libres. Ils sont obligés de se suicider. Cela mesure une donnée peu connue, peu apparente, c'est le véritable terrorisme intellectuel qui règne dans ce pays, notamment à l'égard du Front National, mais à l'égard de tous ceux qui pourraient de près ou de loin sembler lui accorder la reconnaissance d'être un parti comme les autres, un mouvement comme les autres. C'est ça. En l'occurrence, il faut quand même qu'il soit bien clair que, je le dis pour les auditeurs qui, après les élections, me feront le reproche, probablement à moi comme à d'autres d'ailleurs, d'avoir contribué à la défaite de la droite en refusant de considérer qu'ils sont plus proches de nous que la gauche. Je leur dis, regardez bien ce qui va se passer. Il est clair que tous les présidents potentiels
de régions appartenant à la coalition UDF-RPR ne seront pas élus parce qu'ils refuseront les voix du Front National, non pas parce que les électeurs du Front National refuseront de leur donner leur voix. Le Front National est comme une baïonnette. On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Alors, ça, c'est une de vos formules que je préfère. Celle-là, elle est tellement belle. Comme ça, bien sûr, mais elles sont aussi vieilles que le monde, mais d'une très grande efficacité. Alors, en dehors de ne pas servir de baïonnette, de ne pas servir de siège, je veux dire, à quoi pourrait servir le Front National dans les régions? Il sert déjà à beaucoup de choses, parce qu'on aura besoin de lui pour faire les majorités. Or, à part la désignation du président, voire même le vote du budget, puisque on a institué, au mépris de la démocratie, bien sûr, le carcan de l'article 49.3, ou une imitation du 49.3, qui fera qu'on pourra faire voter un budget par une minorité. Il faut expliquer en 2 mots en quoi consiste le 49.3. Oui, le 49.3, c'est une disposition qui oblige les opposants à un budget, par exemple, n'est-ce pas, à présenter un budget alternatif commun. Imaginons, par exemple, la gauche et la droite et le Front National refusent le budget de M. Gaudin. Bon. Eh bien, M. Gaudin, nous sommes de présenter un budget commun au Parti Socialiste et au Front National. Comme nous ne pouvons pas le faire, eh bien, le budget est adopté. Voilà. Bon. Il n'y a donc pas paralysie ni transfert du budget au préfet. Ce qui n'est pas bien gravissime, mais enfin, De toute façon, c'est toujours les mêmes fonctionnaires qui font le boulot. N'importe comment, ce sont les mêmes, il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes là pour faire entendre notre voix et rappeler en permanence qu'il n'y a pas de région sans nation, que l'intérêt national et surtout la préférence nationale, ce qui s'exprime clairement par le terme les Français d'abord, sont la règle de gouvernement dans tous les que nous demandons de voir appliquer dans tous les domaines. C'est de porter un intérêt aux volontés de nos concitoyens, de volonté de sécurité, volonté de voir alléger les impôts écrasants, protéger les droits des retraités et assurer la protection des faibles, des personnes âgées, des écoliers, des lycéens, etc., qui sont tous dans des situations, c'est quelquefois dramatiques dans beaucoup de départements et dans beaucoup de villes. Victoria, on pourrait peut-être donner la parole à vos questionneurs. Je fus sondée par téléphone il y a 2 jours par un institut de sondage. Donc, question du sondeur. Voudriez-vous voir arriver en tête au régional plutôt la droite UDF-RPR ou plutôt la gauche plurielle? Ma réponse. Le Front National. Le sondeur ne se prononce pas. Comment je ne me prononce pas? Je viens de vous dire le Front National. Oui, mais ma case, c'est ne se prononce pas. Donc ça veut dire que quand vous lisez dans un résultat de sondage 62% ou 28% des gens voudraient la gauche, 32% voudraient l'UDF-RPR et 40% ne se prononcent pas, c'est-à-dire que sur les 40%, il y a une forte majorité. Il y a probablement 30% de Front National, puisqu'en général, il y a 10%. Vous avez vu que dans les derniers sondages, 25% des gens avaient pris leur décision, mais ne voulaient pas la faire connaître. Bon, et je vous rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je l'ai dit, vous me le direz, comme ça je saurai que j'ai radoté, que Ipsos, l'officine qui donne actuellement le plus grand nombre de sondages, c'est celle qui, à 15 jours des élections législatives, avait annoncé 70 députés RPR, UDF de majorité. Oui. Ça veut dire qu'il faut prendre ça avec des gants ou avec des pincettes pour certaines d'entre elles. Un commentaire. Bien heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Nous sommes des chrétiens, nous prions pour vous, nous gagnerons. Alléluia. Merci d'avoir invité Jean-Marie Le Pen. Il est vrai que vous êtes attaqué dans les médias, mais il y a des gens dans ces mêmes médias, administratifs, techniciens, même journalistes, qui vous soutiennent, mais qui ne peuvent pas se dévoiler, sinon ils risquent d'être sanctionnés. C'est vrai, parce que là, encore une preuve du terrorisme politique qui s'exerce, mais que ce soit dans le privé ou dans le public, eh bien, quand on manifeste sa sympathie pour le Front National, quand un technicien vient serrer la main ou demander un autographe, eh bien, il sait
qu'il s'expose à la persécution. Et je peux vous dire que je suis passé tout à l'heure, je suis sur RFI, je suis passé dans les couloirs de la maison de la radio. Si les yeux d'un certain nombre de gens qui étaient dans ces couloirs avaient été des kalachnikovs, je serais arrivé ici criblé de balles. Le slogan « On en a marre » est le meilleur slogan qu'on puisse imaginer car il est né spontanément. C'est le slogan le plus fédérateur qui existe en France, de quelque bord que l'on soit. Bravo à Jean-Marie Le Pen. Sur France 3, j'ai regardé tout à l'heure Marie-Caroline Le Pen. Elle peut être fière de son père et lui peut être fier d'elle. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. J'ai apprécié aussi, je dois dire d'ailleurs, parce que je ne sais pas si nos téléspectateurs l'ont vu, parce que c'était sur LCI, je dois dire, une prestation excellente de Farid Smaï, qui est notre candidat d'origine arabe et qui est un patriote français qui lutte contre la double nationalité et qui était opposé à des demoiselles de la même origine que lui, mais à qui il a rappelé qu'elles étaient, elles, là pour la frime, parce qu'elles n'étaient pas en position éligible, alors qu'au Front National, on lui avait donné à lui, patriote français de cette origine, une place éligible. Et alors, comment elles ont réagi, ces bonnes elles étaient folles de rage. Salut respectueux au président Jean-Marie Le Pen de la part des militants d'Asnières, qui vous écoutent et qui tenaient beaucoup à ce qu'on dise leur message. Plaisanterie. Est-ce que c'est Marc Blondel qui vous a offert la casquette que vous portez dans la manifestation? Ah non, c'est une casquette écossaise. J'en ai comme ça 3 ou 4, mais ça protège de la pluie. Quand on reste longtemps sous la pluie et qu'on n'a pas de parapluie, eh bien, on se retrouve avec un rhume et peut-être la grippe. Et quand on doit faire le parcours que je suis contraint de faire pendant cette période-là, on ne doit prendre aucun risque inutile. Toujours sur les élections, j'habite la Seine-Saint-Denis. Nous avons des prospectus dans nos boîtes aux lettres qui appelleraient des procès en diffamation. Ces prospectus sont émis par le PC, je trouve ça scandaleux. Oui, il faut nous les envoyer, ça peut quelquefois donner lieu à des poursuites et même parfois à des condamnations. Toujours rêver. Le 15 mars, à la fermeture des bureaux de vote et au moment de l'examen des bulletins de vote, y a-t-il la possibilité de procéder à un faux décompte pénalisant le front? Comment peut-on avoir des examinateurs, un examinateur impartial? Alors voilà, c'est pourquoi il est très important que tous ceux qui ont la fibre un peu civique soient dans les bureaux de vote d'abord toute la journée pour surveiller les opérations de scrutin et de vote plutôt, et le soir, lors du dépouillement, pour participer et surveiller le dépouillement des bulletins de vote. Car c'est là que dans un certain nombre de municipalités fortes à droite et souvent fortes à gauche, eh bien, on arrive à manipuler les résultats. Ça demande beaucoup de vigilance de la part des citoyens. Une question du Minitel 3615 Libre Journal, parmi beaucoup d'autres. Monsieur Le Pen, que pensez-vous de la première couverture du Nouvel Observateur de cette semaine traitant des alliances FN, RPR, UDF? Je ne l'ai pas vu. Je ne me force pas toujours à lire ce genre de littérature, non plus que celle de l'excrément du jeudi, d'ailleurs. En ce moment, le grand thème, c'est Maigret, le nouvel homme. Ah oui, cet homme est dangereux, le nouvel homme. Oui, c'est ça. C'est le grand loup-garou et lui, c'est le petit loup-garou. Mais vous vous rappelez que... Il est plus dangereux. C'est le louveteau-garou. Vous vous rappelez que Cannes avait fait un papier quand Jean-Pierre s'est tué en voiture, en disant que la meilleure chose qui était arrivée à la France depuis longtemps, c'était la mort de Jean-Pierre Stirbo en voiture. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, qui ont toujours la fleur à la bouche et il y en avait un autre qui avait dit, les violents. Il y en avait un autre qui avait dit, depuis que je sais que Jean-Pierre Stirbois s'est tué sur un arbre, je suis devenu écologiste. Voilà. Ah oui, ça se dit. N'oublions pas. Là, nous aussi, nous avons de la mémoire. J'ai des questions plus politiques, donc merci d'avoir invité Jean-Marie Le Pen. 350 000 familles qui ont plus de 25 000 francs de revenus avec 2 enfants ne toucheront plus les allocations familiales. Vont-ils continuer à voter pour Jospin et qu'en pensez-vous? Ou pour les autres, parce que je ne sais pas si les gens qui ont des familles, et singulièrement des familles nombreuses, se rendent compte que chaque fois qu'il y a eu une mesure
favorables à l'immigration, et il y en a eu beaucoup depuis 30 ans, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, et il y a eu en parallèle une mesure contre la famille française, comme si l'on voulait substituer une population à l'autre. Dans le fond, le peuple vote de plus en plus mal, il faut changer de peuple. C'est ce que disait et nous nous trouvons dans la situation aujourd'hui objective, qui est comparable en quelque sorte à l'adage économique, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Eh bien, la mauvaise population, si on peut dire, enfin la population étrangère, ne la qualifions pas de mauvaise ou de bonne, mais la population étrangère chasse la population nationale, la population française. C'est vrai sur le terrain local dans les banlieues et dans les villes, mais c'est vrai aussi sur le plan national, où dans le même temps, on continue d'entrer, bien sûr, ils entrent encore plus qu'avant, parce qu'il n'y a plus aucune barrière, aucune frontière. Eh bien, dans le même temps, des dizaines de milliers de jeunes Français s'en vont à l'étranger, généralement les meilleurs, les plus performants, les plus entreprenants, les plus hardis. C'est comme cela que les peuples disparaissent. J'ai lu hier dans un journal que Philippe de Villiers avait porté plainte contre les 200 personnes qui incitent à consommer de la drogue. Que compte faire le Front à ce sujet? Le Front souhaite arriver au pouvoir pour mettre tout ça dans l'ordre. Il faut rétablir l'ordre dans notre pays. Mais je ne vois pas très bien comment M. de Villiers peut arriver à concilier ses aspirations tout à fait légitimes de moralisation de la vie politique en s'alliant électoralement avec des gens qui n'ont strictement jamais rien fait contre cela. Je m'étonne que M. Charras, convoqué devant un juge et qui ne s'est pas rendu à son invitation, n'ait subi aucune sanction de ce fait. Il a été couvert par le Sénat. Le Sénat, car il faut dire que ça n'est pas aussi scandaleux que ça peut paraître. Parce qu'il faut dire qu'un certain nombre de juges, et en particulier les juges du syndicat de la magistrature, usent et abusent peut-être de la mise en examen et de la convocation des hommes politiques. Mais il y avait autrefois ce qu'on appelait l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire n'a pas pour but de soustraire le parlementaire à la justice, mais simplement de le mettre à l'abri des persécutions du pouvoir exécutif ou judiciaire. Mais il y a des assemblées, et normalement, il fallait l'autorisation de l'assemblée dont on faisait partie pour avoir cette levée d'immunité parlementaire. Inutile de vous dire qu'au Parlement européen, toutes les demandes de levée d'immunité parlementaire dont j'ai été l'objet ont toutes été votées dans l'enthousiasme de l'Assemblée. Léotard, comme Noir ou Carignon, est un pur produit du marketing politique. L'exemple de Michel Noir est significatif. Avant d'être pris en main par ces spécialistes de la communication, et avant qu'il ait eu peur de perdre son âme, Noir tenait un tout autre discours beaucoup plus musclé. En 1985, il s'était alors présenté comme le porte-parole de l'exaspération des nationaux au regard des personnes étrangères, ne respectant pas nos lois, et pourtant puisant dans les caisses. Ah bah écoutez, c'est exactement ce que nous voyons. C'est le spectacle que nous voyons lors de chacune des campagnes électorales. On voit brusquement, 3 mois avant les élections, au RPR et à l'UDF, sortir de nouveau les drapeaux tricolores. On entend sur les tribunes que la nation est une notion incontournable et respectable, et que, dans le fond, il faut aller chercher et rechercher là où ils se sont égarés, nos électeurs, comme ils disent, comme si les électeurs leur appartenaient, comme si c'était une chasse gardée, et comme si le Front National était venu, c'est ce qu'ils croient sincèrement, voler ces petits moutons dans leur champ. C'est exactement ça. Alors qu'ils ont leur c'est exactement des propriétaires terriens qui ont leurs esclaves, et lui, mais le voisin m'a piqué mes esclaves. Alors voilà. Il faut que j'aille les récupérer dans ses champs. Le Front National est haï à proportion des transferts de voix qui se font vers lui. Il est considéré par ces gens-là comme illégitime et anormal. Il faut dire aussi qu'il y a une raison économique à ça. C'est que les partis de la bande des quatre ont été privés
du fait que leurs électeurs se sont portés vers le Front National, d'un système de financement à tout point de vue, le financement légal bien entendu, puisqu'ils ont perdu de l'argent là-dessus, mais aussi le financement illégal, parce qu'il est évident qu'un parti qui a 45% des voix est plus intéressant qu'un parti qui a 30% des voix, lequel est encore plus intéressant qu'un parti qui a 20%. Donc, ils ont été obligés là de se priver, ils ont eu moins d'élus, moins de pouvoir, moins de prébendes, moins de contacts, moins de combines, moins de magouilles. Oui, bien, c'est embêtant tout ça. Notre présence, notre regard déjà, parce que entre eux s'était établie la coutume de prélever sur le contribuable des pourcentages qui allaient d'ailleurs en augmentant. On a vu ça dans le système Carignan, ça commençait à 2%, 0,5% pour chacun des partis, communistes, socialistes, RPR, UDF, et puis on est passé de 2 à 10% en l'espace de quelques années. Mais on se partageait ça, et disait-il, tout le monde le fait, donc c'est normal. Arrive là-dessus le Front National comme mouvement représentatif. Et lui, il est tenu, il est à l'écart, il se tient à l'écart de ce système, et il l'annonce coram populo à tout le monde. C'est le cafeteur, comme on disait au lycée, quoi. Il cafte, il nous dénonce. Et là, alors, d'où la haine, la violence qui se déclenche d'un concert commun contre nous, et c'est ce qui les oblige, d'ailleurs, à réformer les systèmes des circuits de l'argent. Rassurez-vous, cela se reconstitue comme les veines dans les tissus. Hein. Là, c'est totalement reconstitué. J'ai eu des confidences tout récemment. Quelqu'un qui m'a dit ça n'a jamais été aussi fort. Oui. Le racket est devenu maintenant éhonté. Oui, alors qu'il y a quelque temps, ils essayaient quand même de trouver des combines. On faisait des fausses factures, par exemple. On dit aux gens, on vous vend un rapport bidon, vous nous donnez du fric. Maintenant, c'est même plus ça. C'est vous donnez du fric, point la ligne. Enfin, écoutez, tout le monde sait qu'il y a des rapports mafieux dans une série de régions, dans la mienne en particulier, en PACA. On sait le rôle que joue le milieu, et plus que le milieu, le rôle que joue la mafia. Mais en plus, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas prouvé, c'est vrai, les journalistes qui l'avaient affirmé n'ont pas prouvé que Lancornet et Trottinette avaient ordonné le meurtre de Madame Pia, mais on n'a pas non plus découvert qui avait ordonné le meurtre de Madame Pia. On n'a pas découvert qui étaient les assassins des frères Saint-Sné, dont la justice a pourtant dit qu'ils s'étaient suicidés à deux dans la voiture, n'est-ce pas, en s'attachant avec leur ceinture de sécurité et en se gazant avec un tube dans lequel les médecins légistes n'ont trouvé aucune trace de carburant, n'est-ce pas? Et en saignant à la suite de ce gazage. Oui. C'est quand même assez rare que... Absolument. Sans parler de notre collègue ancien d'ailleurs du Front National, qui, bien que possédant un 357 Magnum et étant même membre d'un club de tir, s'est suicidé de 5 balles de pistolet à grenaille, les 4 premières étant tirées dans l'abdomen et dans la poitrine. Oui. C'était pas très adroit. Comment? Il n'est pas adroit. Non, le moins qu'on puisse dire. Non, c'est sûr. J'ai reçu, alors toujours sur la campagne électorale, j'ai reçu des bulletins de vote dans le Val d'Oise, et sur l'un des bulletins, il était noté « Stop à l'immigration ». Trop d'immigrés, la France aux Français. Le siège est à Deuil-la-Barre. De quoi s'agit-il? Oui, alors je connais très bien ce personnage. C'est quelqu'un qui s'appelle Girard. Je l'ai connu, il devait être déjà indicateur des renseignements généraux au quartier latin quand j'y étais étudiant. Et depuis, il a continué son travail. Je pense qu'il doit d'ailleurs avoir la retraite. Il doit être commissaire secret en retraite. Il habite en effet Deuil-la-Barre et il est chargé de faire des campagnes de ce style pour retirer au Front National un certain pourcentage. Et il y a des gens qui sont piégés par ceux à trop d'immigrés, etc. Il s'agit là d'un escroc que nous avons fait condamner, un escroc politique que nous avons fait condamner à plusieurs reprises pour diffamation et autres méfaits. Il a sévi pendant un moment dans l'Est parisien, je crois qu'il était dans le 19e ou dans le 18e. Oui, il est toute main. Il y en a comme ça, il y a comme ça des petites équipes qui fonctionnent depuis 20 ans. Mais pourquoi il n'y a pas adhéré à ce parti qui s'appelait le Pasquale nous rembourse, là? Oui, parce que c'est...
À chaque fois que des immigrés sont concernés par des actes de violence ou des voies de fait, les intellectuels de gauche interviennent à coups de pétition en brandissant l'étendard du sous-développement et des droits de l'homme pour nous expliquer qu'il est hors de question de demander de payer aux auteurs des déprédations. Je propose donc que le droit considère ces personnes comme caution des auteurs de déprédations. Cela pourrait d'ailleurs être une proposition de loi, la loi des cautions. Absolument. Ceux qui cautionnent moralement, en effet, ou ceux qui sont dans une manifestation violente avec leurs écharpes, sont évidemment, d'ailleurs, ils seraient responsables selon la loi des casseurs. La loi anti-casseurs, mais la loi anti-casseurs a été abrogée. Moi, je ferais une proposition annexe à la proposition que vous venez de faire, c'est qu'on emploie le mot déprédation et non pas déprédation. Mais enfin, c'est... Déprédation ? Oh, non, j'ai mal lu, pardon, mais c'était écrit déprédation, emporté par l'élan, j'ai lu le A. C'est parce que je lui ai fait un pan sur le Bicatch la semaine dernière. C'est la radio de la francophonie. Alors, ici, nous faisons des efforts. On fait très attention à ce qu'on dit. Eh bien, parlons de choses sérieuses. Comment participer financièrement à la campagne du Front National ? Eh bien, en lui envoyant un gros chèque. N'est-ce pas ? Il y a la Cotelec, 8 parcs de Montretout, Saint-Cloud. C'est l'organisme qui est chargé de récolter les aides pour les campagnes électorales. Il y a deux ou trois auditeurs qui reviennent sur Monte, qui nous a beaucoup perturbés tous, parce qu'on a beaucoup tous... Ah oui, on a souffert à chaque fois. Non, mais alors expliquez-moi, je vais alors tout là, vous dire. Il y en a un qui dit... Au procès concernant Monte, est-ce que les extraits où vous recevez des œufs, vous et vos petits camarades, parce que j'ai vu Jean-Claude Varane qu'on prenait un dans le cou qui avait l'air de sursauter, qu'en a dit le président du tribunal ? D'ailleurs, le président était une présidente et ses assesseurs, des assesseuses, non dit-on ça? Je sais pas maintenant comment il faut évitons les tribunaux difficiles. Il n'y avait que le procureur qui était du sexe mâle. Ouais. Et oui, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que les pierres et les œufs reçoivent les gens du Front National, c'est une espèce de plaisanterie. D'ailleurs, aucun des contre-manifestants n'a été poursuivi par le parquet de ce chef. Ils étaient tous poursuivis pour injure, mais non pas pour violence. Il est bien évident que la violence était le monopole de Jean-Marie Le Pen et de ses amis, à 1 contre 10. Bien sûr, ça me rappelait la fameuse anecdote de Marius, en 1939, engagé dans les commandos, et qui était entré dans les lignes allemandes et qui criait « Venez vite me chercher, car j'ai fait 50 prisonniers, mais ils ne veulent pas me lâcher. » Vous êtes encerclés, rendez-vous. Vous auriez dû insister plus sur le fait que là-bas, les contre-manifestations avaient été prévenues par des sympathisants du RPR. Absolument. Je peux dire son nom, c'est Madame Schwab, qui est la femme d'un conseiller général RPR, qui a téléphoné directement aux gens du Scalp et qui a donné le renseignement pour dire Le Pen va venir, n'est-ce pas? C'était confidentiel. Il arrive, avertissez tous vos amis pour les manifestations. Je voudrais donner un conseil. Ça, c'est la conjuration qui existe entre certains milieux RPR, certains milieux socialistes, certains milieux communistes. Mais il faut bien dire la vérité, à Mantes, c'était presque essentiellement des communistes, des élus communistes. Il y avait là le maire de Vissou, le maire de Limay, leurs adjoints. Il y avait les adjoints communistes de Madame Peulvast, socialiste. Et je crois, à la vérité d'ailleurs, que Madame Peulvast y était allée à reculons, parce que la fois précédente, elle n'avait pas eu le désistement communiste, et que cette fois-ci, elle a été élue grâce au désistement communiste. Il y avait donc un mini-complot qui était fait pour assurer l'élection de Madame Peulvast. Je voudrais dire à propos de Mantes que Mantes-la-Jolie, car il y a deux Mantes. Madame Peulvast est le maire de Mantes-la-Ville, alors que le maire de Mantes-la-Jolie, c'était Monsieur Bédier, RPR. Et justement, on nous dit... Attendez, je voudrais dire, parce que je ne vais pas arriver à le placer. Oui. Présent a publié le dossier, le mémoire, en quelque sorte, présenté par Georges-Paul Wagner. Il a présenté hier et aujourd'hui.
ou avant-hier et hier, selon quelle date on tient compte. Je rappelle que le présent est un journal du soir. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez trouver le deuxième numéro, mais vous pouvez commander à présent, à 5 rue d'Amboise, le premier numéro de présent dans lequel est paru le récit circonstancié des faits par Georges-Paul Wagner. C'est absolument définitif. Oui, mais alors vous voyez comment ces choses sont montées. L'audience est prévue sur 2 jours, jeudi et vendredi. Le parquet fera son réquisitoire dans l'après-midi du vendredi et Maître Wagner sa plaidoirie le soir, n'est-ce pas? Ce qui fait que la plaidoirie ne passera dans aucun journal sauf Présent et que toute l'opinion publique, y compris les télévisions et les radios, n'auront à se mettre sous la dent pour le samedi et pour le dimanche que le réquisitoire de monsieur Dumaret, n'est-ce pas, dont je rappelle que c'est un procureur de la République qui est institutionnellement à la botte du gouvernement socialo-communiste. Il requiert, à la demande du gouvernement socialo-communiste, contre Jean-Marie Le Pen, qui est le chef de l'opposition nationale. C'est un procès politicien. Mais le son de cloche de la défense ne sera pas entendu. Est-ce le fait du hasard? Est-ce une bonne organisation des débats? Une utile organisation des débats? Je vous laisse le soin de juger. Alors, je termine là sur Mantes-la-Jolie. Un auditeur nous dit que, suivant le code électoral, le maire de Mantes-la-Ville n'a pas le droit de se promener avec son écharpe en dehors de sa commune. Oui, ça je ne sais pas, c'est possible, mais elle était candidate, hein. Elle était candidate aux élections, mais en effet, a priori, n'étant pas sur sa commune, c'est un aspect intéressant. Hein. Mais j'ai cru comprendre que ça n'était pas son écharpe. Il me semble qu'il a été dit au cours du procès que c'était quelqu'un qui lui avait prêté une écharpe pour qu'elle puisse la passer rapidement. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit, c'est la thèse. Elle a dit, moi je n'avais pas l'intention de venir là, j'allais à Limay. Et c'est voyant qu'il y avait des gens que je connaissais là, je suis allé les rencontrer. C'est à ce moment-là que des bousculades se sont produites et que quelqu'un m'a prêté une écharpe pour la mettre, je ne sais pas si c'était pour se protéger ou pour revendiquer ses responsabilités. Il peut paraître que dans les circonstances actuelles, en pleine campagne électorale pour les régionales et pour les cantonales, on insiste longtemps sur cette affaire, qui est quand même une affaire subalterne en apparence. En réalité, il est bien clair que c'est une affaire qui est parfaitement démonstrative à tout point de vue. Au point de vue de la complicité, vous avez dit l'acte de Madame Schwab appelant en quelque sorte à l'émeute par téléphone les terroristes du scalp. Ouais, vous avez démontré la complicité objective entre un procureur qui est l'outil du pouvoir politique et la presse. On voit très très bien comment toute cette chose se développe, et évidemment c'est ce qui fait de cette affaire une affaire particulièrement importante. Oui, mais disons franchement, tout cela a un caractère pré-totalitaire. Cette persécution, y compris par la violence physique, d'éléments marginaux, n'est-ce pas, aux ordres du pouvoir, aux ordres des partis du pouvoir, c'est ce que faisait Ceausescu quand il appelait les mineurs à monter en train pour régler le compte des étudiants de Bucarest. Et c'est une constante, puisqu'on a eu, dans les affaires de manifestations devant les avortoirs, on a vu des dames, on a eu le témoignage de dames qui étaient allées prier devant un avortoir parisien, la rue Ordener, et ces dames ont été alpaguées, arrêtées par des ordures gauchistes, par des harpies,
gauchistes qui les ont traînés par les bras et par les cheveux et qui les ont remises aux policiers en disant arrêtez-les, et les flics se sont exécutés et ont arrêté ces femmes et les ont mis dans les cars. On n'a jamais vu une chose pareille. Enfin, il y a eu l'épuration où on a vu ça, il y a eu la révolution, on a vu les pétroleuses livrées au bras séculier d'une justice pourrie et corrompue leurs adversaires politiques, et là on est en train de retourner dans ce système. Mais vous savez, cette affaire, c'est un incident. Elle a été montée en épingle avec des reportages biaisés. Elle a été montée en épingle par des déclarations du sous-préfet, par la poursuite organisée et par comment dirais-je, le bruit fait par les médias, puis les commentaires, les photos, etc. Tout cela visant à accréditer l'idée que le président du Front National était allé délibérément là-bas la veille du scrutin pour créer un incident. On voit pas très bien d'ailleurs à quel bénéfice il pouvait en tirer. Bon, mais cela, ce sont les juges qui auront cette décision à prendre, de savoir s'ils sont eux aussi aux ordres du gouvernement socialo-communiste ou si ils respectent le droit français. Alors, on va arriver à la question que je voulais évoquer avec vous pour finir cet entretien. C'est la question du rôle de la presse, de l'activité de la presse, parce que ici même sur cette radio, il y a peu de jours, très très peu de jours, je crois que c'était hier, quelqu'un a dit que, au nom de la solidarité journalistique, il était choqué que vous ayez refusé de répondre à M. Karl Zéro. Alors moi, pour ma part, je n'ai aucun sentiment de solidarité journalistique. Aucun. Surtout avec ces gens-là, pour moi, ce sont des journalistes et moi j'en suis pas un, ou ce ne sont pas des journalistes et moi j'en suis un. Donc je tiens à dire que je n'ai strictement aucune solidarité journalistique avec aucun journaliste français actuel en dehors de mes amis. Voilà. Ça c'est déjà une chose précise. Mais j'ajouterais que M. Karl Zéro n'est pas journaliste. C'est un amuseur public. Il faudrait quand même arriver... Oui, en fait, un insulteur public. Il faudrait quand même arriver une fois pour toutes. En tout cas, c'est un insulteur public. À faire la différence entre un métier, qui est un véritable métier, et une activité polymorphe de ludion des médias, où on voit tantôt faire une émission de variété, tantôt faire une caméra invisible. Bon, c'est la même chose pour tous ces gens-là. Vous avez tout à fait raison. L'émission de Karl Zéro est à la télévision ce qu'est Charlie Hebdo sur le plan de la presse. Et il n'y aurait que demi-mal, parce qu'on n'est tout de même pas obligé de regarder Karl Zéro dans ses pitoyables expressions. Mais tous les hommes politiques sont allés se traîner à ses pieds. Ouais. Alors qu'il se fout d'eux, il se moque d'eux, mais on voit. Il les tourne en dérision. Et il termine en disant, alors on peut se tutoyer. On peut se tutoyer, Édouard, alors qu'est-ce que t'en penses? C'est effrayant. Et Monsieur Balladur, et Monsieur Jospin, et Monsieur, je sais pas s'il y a été Jospin, je suis pas sûr, c'est pas, non, mais Monsieur Chevènement, et tous ces gens-là sont allés se vautrer au pied de Monsieur Karl Zéro, que nous avons d'ailleurs, que National Hebdo a fait débouter, car il a rappelé le temps où Karl Zéro chantait le Horst Wessel-Lied en levant le bras, et Monsieur Karl Zéro, offusqué, a poursuivi National Hebdo, et compte tenu des informations dont le tribunal a pu bénéficier, eh bien, Karl Zéro a été débouté. C'est-à-dire que le tribunal a reconnu la réalité des débordements néo-nazes, n'est-ce pas, de Monsieur Karl Zéro. Alors, bon, Karl Zéro, moi je fais une conférence de presse, et vous êtes professionnel, vous, Serge. Dans une conférence de presse, la personne qu'on interroge a toujours le droit, déontologiquement, de dire sans commentaire. No comment. Je ne réponds pas à votre question. C'est un droit. C'est pas une facilité. C'est un droit. Or, moi, la première personne qui me pose une question, ce n'est pas le journal Le Monde, ce n'est pas Le Point, ce n'est pas Le Figaro, c'est la caméra de l'émission. C'est pas la caméra de Canal+. C'est la caméra de l'émission de Karl Zéro, le vrai journal, vrai étant entre guillemets, puisque justement c'est un faux journal. Bon, et je me refuse à répondre à votre question,
comme c'est mon droit, mais je me refuse parce que vous venez là de la part d'une émission qui ne cesse de nous injurier bassement et que nous sommes obligés de poursuivre devant les tribunaux, ce qui est coûteux, et ce que nous devrions faire pratiquement chaque semaine. Et à ce moment-là, mais à l'initiative de Madame Chombaud du Monde, eh bien, la moitié, ou pour ne pas dire les 2/3 des journalistes présents, et qui sont ceux qui suivent habituellement le Front National, de Libération, comment dirais-je, du Parisien libéré, etc., se sont levés, ainsi que les caméras de TF1, d'Antenne 2, et sont partis, se solidarisant ainsi avec Karl Zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes qui étaient là, je ne dis pas tous les journalistes, mais la majorité des journalistes qui étaient là considèrent Karl Zéro comme le pape de leur profession, comme l'homme respectable. Est-ce que vous ne croyez pas, Jean-Marie Le Pen, qu'il y aura un moyen de faire respecter, de vous faire respecter par ces gens-là? Ce serait de faire ce que font les communistes, ce que font les socialistes, ce que font les gens du pouvoir, c'est-à-dire de faire des journalistes accrédités pour ne pas recevoir n'importe quelle ordure, n'importe quelle canaille. C'est ce que nous allons faire. Dans les réunions de presse. C'est ce que nous allons faire, parce que nous reconnaissons... N'importe quel chien coiffé peut arriver. Nous reconnaissons que la presse a des droits, mais elle a aussi des devoirs. Et par conséquent, nous voulons que nos droits soient respectés, d'autant que les médias, le pouvoir médiatique, a tendance, comme tous les pouvoirs d'ailleurs, à s'évader de ses obligations et à imposer sa volonté et son poids. Alors la dernière question est à un auditeur. C'est un auditeur qui nous dit « Jean-Marie Le Pen et le Front National subissent les mêmes problèmes que le général de Gaulle et le RPF en 1947 de la part des socialo-communistes. » Exactement. Là, c'était facho de Gaulle. Écoutez, je vais vous dire, les procédés sont les mêmes, mais ce sont les mêmes partout dans le monde. Je peux vous dire que je suis allé dans plusieurs pays de l'Est européen. Les méthodes sont les mêmes. Et pourquoi ? C'est parce que le générateur de ces méthodes est le même. Un auditeur dit, ça ne fait rien, qu'on tape sur le front, nous voterons pour lui. On les aura. Merci. Merci Jean-Marie Le Pen. Alors, vous revenez nous voir, si vous voulez, après les élections, pour parler de choses plus générales. Parce que j'avais plein de questions à vous poser, mais on n'a pas eu le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.